Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire organisé par l'ASBL Capinov dans son rôle de référent Brabançon-Wallon pour le réseau Enterprise Europe Network. Je me présente, donc je suis Enrique Gonzalez, conseiller chez Capinov et avec mes collègues Florine et Emilien, virtuellement à mes côtés, eh bien, nous tenterons de vous apporter quelques éléments de réponse ou plutôt quelques pistes d'action aux questions suivantes, à savoir le partenariat technologique et de recherche. De quoi s'agit-il? Comment entamer toute relation contractuelle? Comment repenser son partenariat aujourd'hui dans la situation que nous vivons? Et nous clôturerons la session par une présentation des outils du réseau Enterprise Europe Network. Avant cela, quelques mots très brefs sur Capinov et le réseau EEN. Donc Capinov est un incubateur d'entreprise situé à Nivelles, qui dispose de différents services. Le métier cœur de Capinov est l'accompagnement de porteurs de projets ainsi que d'entreprises en croissance. Nous disposons de différents axes d'accompagnement conventionnels, traditionnels, à la création d'entreprises, à la croissance d'entreprises, mais également dans des domaines plus spécialisés, plus spécifiques, tels que l'internationalisation, via notamment le réseau Enterprise Europe Network, mais également en économie circulaire, notamment. Nous disposons également d'autres services annexes pour compléter une offre à 360 degrés, tels que un centre de séminaire que nous mettons à disposition d'entreprises externes à Capinov, mais également d'entreprises hébergées chez Capinov, puisque nous disposons également, troisième service, d'un espace d'hébergement. Depuis peu, nous avons aussi développé 2 incubateurs spécialisés, l'un lié au système autonome appelé ID2Move et l'autre plus axé dans les nouvelles façons de s'alimenter et dans le food appelé ID2Food. En quelques mots, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ma collègue Florine le fera plus tard. Mais voilà, le réseau EEN est en quelques mots un réseau qui vise à faciliter les partenariats internationaux, les mises en relation internationales. Et Capinov a un rôle de référent Brabançon-Wallon pour mettre en lien, pour aider les entreprises de son territoire à être mises en relation et en réseau avec des acteurs étrangers. Donc voilà pour la brève introduction. Petit rappel de consignes de base, vos micros et vos caméras ont été coupés à l'entrée. Veuillez les maintenir en l'état. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour cela. Et voilà, veuillez noter aussi que la session sera enregistrée, elle l'est déjà, et elle vous sera envoyée ultérieurement par email. Voilà, donc sans plus attendre, eh bien je vais couper mon micro et laisser l'écran plutôt que la place à mon collègue Emilien qui va se présenter et tenter d'apporter une réponse à la question le partenariat technologique et de R&D, de quoi s'agit-il? Merci Enrique. Bonjour tout le monde. Donc Emilien Watley. Je suis dans le réseau EEN depuis 2008. Je m'occupe principalement de tout ce qui est lié au transfert de technologie et je suis aussi président d'un groupe de travail qui est lié à l'aéronautique, au spatial et à la défense. Le but de ma partie aujourd'hui, c'est de vous montrer l'intérêt de se développer par le partenariat. Il existe de multiples manières de croître, de développer son business, que ce soit en Belgique et à l'étranger, et le partenariat international est clairement une piste intéressante que je vous propose en tout cas de balayer ici. Alors, il y a 3 types de partenariats qu'on peut envisager. Le premier partenariat, c'est un partenariat commercial, je dirais, classique. On recherche un importateur d'un tel produit pour compléter sa gamme, ou à l'inverse, nous, on veut aller à l'étranger avec un produit qui est déjà finalisé et qui est prêt à atteindre un nouveau marché. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un acteur local dans une autre région, dans un autre pays, qui va pouvoir ouvrir son carnet d'adresses et vendre notre produit sans qu'on doive sur place avoir un bureau, une personne de ressources ou investir trop de moyens financiers dans ce type de développement. Les cas classiques, c'est vraiment ce distributeur pour amener notre produit à l'étranger.
Deuxième type de partenariat, ce sont les partenariats dits technologiques. Là, on a un produit qui est existant, mais qui doit peut-être évoluer en ayant recours à une technologie existante que quelqu'un d'autre possède ailleurs en Europe ou dans le monde. Et l'idée, c'est de s'associer à cette entreprise pour pouvoir soit continuer le développement du produit tel qu'il existe aujourd'hui, ou alors l'adapter pour le faire rentrer sur un autre marché, trouver une nouvelle niche peut-être. Et donc là, le partenariat est plutôt basé sur une technologie plutôt que sur un contrat commercial pur et simple. Et donc, cette partie-là, elle se voit aussi dans les deux sens. La première partie qui est « je vais chercher un partenaire à l'étranger pour développer mon propre produit », ou alors dans l'autre sens, tu peux revenir en arrière, Enrique, je pas fini. Ou alors, moi, j'ai une technologie que je peux mettre à disposition d'une autre entreprise qui voudrait, grâce à ce que j'ai développé, améliorer un produit existant ou développer un nouveau produit de niche. La partie technologique est souvent liée aussi à la partie recherche et développement. Il y a énormément d'appels à projets européens avec du financement derrière qui sont basés sur de la recherche et du développement. Et pour rentrer dans ces appels à projets, il faut monter un consortium. Qui dit consortium dit plusieurs entreprises. Quand je dis entreprise, c'est société, petite ou grande, centre de recherche, université. Donc plusieurs entreprises de plusieurs pays différents. Et donc là aussi, c'est une manière de s'associer avec d'autres structures, d'autres pays, pour pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités, encore une fois, à un produit existant ou pour développer quelque chose de tout à fait neuf. Alors, ça, c'est les types de partenariats. Après, la question, c'est pourquoi est-ce que je veux développer ce partenariat? C'est évidemment une question qui est importante à se poser directement. Alors, plusieurs pistes de réponse. Slide suivant, si tu peux bien, Enrique. La première, c'est simplement pour accéder à un nouveau marché. J'ai développé, j'ai des vues sur une nouvelle zone géographique. Comment y aller? Ben, via ce partenaire qui est déjà sur place et qui va pouvoir m'ouvrir son carnet d'adresses. La deuxième, c'est améliorer sa technologie. Là aussi, j'en ai parlé brièvement, on a une technologie existante, elle peut être améliorée grâce au savoir-faire d'une autre entreprise, ben, on essaye de s'associer avec cette entreprise pour se développer. Trouver des nouveaux débouchés, c'est typiquement le cas de la niche qui pourrait être attaquée grâce à une légère modification du produit existant. On peut envisager aussi de collaborer sur une innovation, c'est plutôt le cas recherche et développement. J'ai une idée, je ne sais pas la mettre en œuvre tout seul pour des raisons financières, humaines ou de timing. J'essaie de trouver le partenaire qui va m'y aider. S'associer à l'international permet aussi d'accéder à des expertises nouvelles. On va aller chercher le partenaire qui a développé d'autres ressources, d'autres compétences et on va s'associer avec eux. Ça permet de diminuer les coûts. Aller à l'étranger représente un budget hyper important parce qu'il faut y consacrer du temps et puis sur place, il faut engager une personne ou utiliser une personne ressource chez soi et l'envoyer à l'étranger. Peut-être avoir un bureau sur place, s'inscrire dans différents réseaux. Donc, tout ça prend énormément de temps et d'argent. Et donc, gérer ce développement international par son partenaire permet de diminuer les coûts. Et ça permet aussi de réduire les risques. Si on commence de zéro une initiative à l'étranger, on a tout un réseau à devoir bâtir, on a toute une démarche commerciale à devoir mettre en place. Si on a déjà un partenaire qui est bien sur le terrain, on va évidemment réduire le risque de développement parce que lui pourra déjà nous donner des informations en amont sur la demande du marché. Et puis finalement, pour des entreprises ou des centres de recherche qui sont presque à 100% orientés recherche et développement, ça permet aussi de financer cette recherche et développement grâce aux appels à projets européens qui sont en fonction des cas financés entre 50 et 100%. Le pourquoi étant posé, la question suivante, c'est comment je vais à l'étranger, j'ai mon partenaire, très bien. Qu'est-ce que j'établis avec ce partenaire? On peut encore se taper dans la main, mais souvent, on va développer une nouvelle structure ou un nouveau type d'organisation avec ce partenaire étranger. Alors, ça peut être tout d'abord de la sous-traitance pure et simple. C'est typiquement le cas des partenariats commerciaux. Je te donne mes produits, tu les rajoutes dans ton catalogue, tu les vends pour moi et tu me payes pour ce que tu as vendu. Point. Sous-traitance assez classique, qui peut aussi s'envisager au niveau technologique. Je collabore avec un centre de recherche à l'étranger, je lui passe une commande technologique, cette commande est traitée, je reçois une facture, je la paye et puis c'est tout.
On peut aussi aller vers une acquisition technologique. Là, on va plutôt acheter la technologie qu'il nous manque pour pouvoir développer notre produit. Donc, il y a une collaboration sur la technologie, mais qui finit par une acquisition. Et puis la troisième partie, et c'est les trois principales, on peut évidemment envisager plein de sous-sections, mais c'est la co-création, c'est-à-dire le partenariat est tellement bon, la mise en commun des forces est tellement efficace qu'on va créer une joint venture, une société en commun, en mettant les différents partenaires autour de la même table et au sein d'une même société. Et donc, on va pouvoir ensemble aller démarcher de nouveaux clients et pourquoi pas ensemble aller vers de nouveaux marchés. Alors, il y a des questions évidemment à se poser, en plus de ce pourquoi et de ce comment. Il y a aussi toute une série de questions préalables à cette démarche internationale. Alors, je la mets volontairement après, on aurait pu commencer par ça, mais souvent, on se dit, OK, ben, le partenariat, ça a l'air génial, je fonce, je m'entends bien avec une société dans tel pays, les relations sont faciles, on s'engage dans une relation d'affaires. Il y a d'autres questions peut-être à se poser avant ces démarches-là. La première, c'est pourquoi je veux le faire. Est-ce que je veux absolument être dans tel pays? J'ai besoin d'aller sur de nouveaux marchés pour augmenter mes ventes. Pourquoi est-ce que je dois aller à l'étranger? Et le corollaire, c'est quel est mon objectif finalement? Je veux devenir une société internationale par ego pur ou parce que mon produit ne s'envisage qu'à l'international, mon marché local est trop petit. Il y a plein de raisons qui peuvent amener ce questionnement, mais c'est surtout quel objectif moi je veux avoir dans ce développement international. Question suivante, elle peut paraître vraiment bête, mais on remarque d'expérience que trop peu d'entreprises se la posent. Est-ce que je suis prêt à aller à l'international? Est-ce que j'ai les ressources humaines pour gérer cette internationalisation? Est-ce que je suis prêt, en tant que responsable d'entreprise, à passer du temps, à analyser ce marché, à développer un nouveau business dans un autre pays? Est-ce que je connais mes clients sur place? Chaque consommateur dans d'un pays à l'autre a une manière de fonctionner, une manière d'acheter qui peut être très différente. Est-ce que finalement je suis prêt également financièrement à aller à l'étranger? Une fois que je suis prêt, la question c'est de savoir où on va. Je vais dans quelle région, dans quel pays, je vais parler quelle langue avec ces gens-là. Donc il y a vraiment tout un questionnement aussi sur la région de destination. Avec qui? Ça, c'est les partenariats dont j'ai parlé juste avant. Une entreprise, un centre de recherche, une université, les trois ensemble, un gros consortium international, tout est envisageable. La question de la propriété intellectuelle, évidemment, elle est importante parce qu'on va développer des choses ensemble, on va amener sur la table des choses qui nous sont propres, qu'on peut gérer nous-mêmes, mais finalement, qui va garder la propriété au final? Qui va bénéficier des résultats de cette collaboration? Et puis, dernier point, est-ce que j'ai le budget? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte très cher d'aller à l'international. Est-ce que j'ai le budget pour me permettre ce développement international? Et souvent, on voit des entreprises qui bloquent sur ce développement international tout simplement parce que le budget de départ n'a pas été assez bien évalué. Alors, pour tous ces développements, on a ce qu'on appelle notre boîte à outils avec différents outils, ça porte bien son nom. Des clauses de confidentialité, par exemple. Le réseau EN est un de ces outils, on va évidemment y revenir plus tard. Pour tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle, il existe ce qu'on appelle le IPR Helpdesk. C'est une sorte de page jaune d'aide pour toutes les questions liées à la propriété intellectuelle dans le développement international. C'est un service qui est gratuit et qui est en ligne. Et puis, il existe aussi toute une série d'outils de veille pour pouvoir avoir de l'information sur ses concurrents à l'étranger, sur la manière dont on pourrait collaborer sur les futurs appels à projets européens, etc. Donc, ce sont des outils qui sont à mettre en œuvre au sein de l'entreprise dès qu'il y a une volonté d'internationalisation pour pouvoir préparer au mieux son développement international. Voilà pour cette boîte à outils. Florine, je te laisse la main. Merci beaucoup, Emilien. Bonjour à tous, je m'appelle Florine Eloi et je travaille pour le réseau Enterprise Europe Network en tant que Business Relationship Advisor depuis 1 an et je m'occupe des entreprises dans une optique plus commerciale comme la recherche de fournisseurs, des sous-traitants ou encore des questions législatives pour les entreprises du Brabant wallon. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 questions que l'on doit poser à un nouveau partenaire à l'étranger. Comme l'a expliqué Emilien, nous parlons souvent des étapes à réaliser avant de se lancer dans un partenariat international, comme la question « Êtes-vous prêt ? Avez-vous les ressources et la capacité de production nécessaires ?
votre site internet est-il en anglais ou dans la langue du pays cible. Néanmoins, une fois que vous êtes réellement prêt à collaborer internationalement, que ce soit d'un point de vue business ou technologique, peu d'entreprises ou de chercheurs savent réellement comment choisir le meilleur partenaire à l'international et se lancent un peu à l'aveugle, ce qui n'est pas sans conséquence. Je vous ai donc préparé 10 questions qui vont vous aider dans cette prospection. Donc, première question, pouvons-nous nous rencontrer? Cette question peut sembler banale, mais il s'agit vraiment d'une première étape essentielle, que ce soit virtuellement ou physiquement. Il faut toujours s'assurer que la personne avec qui nous sommes en train de discuter existe réellement avant d'entamer toute relation. Alors, ça peut passer par une veille sur LinkedIn, ça peut passer par différents outils qui vont vous aider à vérifier si l'entreprise existe réellement, mais c'est vraiment la première étape. Ensuite, il faut demander à son futur partenaire s'il peut vous fournir des références. S'il s'agit d'une entreprise, nous allons nous intéresser à sa rentabilité, à ses clients actuels ou encore à son bilan. Dans le cadre d'un partenariat technologique ou R&D, alors on va plus s'intéresser aux projets précédemment réalisés, ainsi qu'aux compétences techniques disponibles. La moindre hésitation de votre interlocuteur à vous fournir des noms devrait directement vous alerter. Vous pouvez également envisager de contacter ces références pour savoir si votre futur partenaire s'est montré fiable, digne de confiance et productif dans le cadre d'un projet de collaboration, par exemple. Ensuite, on va s'assurer si notre futur partenaire a une bonne connaissance de notre activité. Donc, pour cette question, je vais analyser 3 cas de figure. Le premier, c'est le plus simple. On va parler d'un agent commercial. Mais un agent commercial expérimenté et crédible devrait être disposé et apte à effectuer avec vous une rapide analyse de vos forces, de vos faiblesses, des possibilités. Si, je vous écoute. Ok, ça va. Merci de couper vos micros, ce sera plus simple, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais, pour l'agent commercial, il faut s'assurer que l'agent est assez expérimenté, crédible et qu'il devrait être disposé et apte à effectuer avec vous une rapide analyse SWOT et pour voir si votre produit a vraiment sa place sur le marché. Ensuite, pour un fournisseur ou un sous-traitant, il doit bien connaître votre activité et vos valeurs afin de vous fournir le produit ou le service le plus adéquat et proche de vos attentes. Si vous voulez, par exemple, un cuir avec une certaine qualité, ce n'est pas pour avoir un simili-cuir, même si la qualité s'y rapproche. Finalement, dans le cadre d'un projet de collaboration technique, il est nécessaire que votre partenaire comprenne au mieux vos compétences et que ce soit vos compétences et ce que vous pouvez apporter au projet, et bien entendu, qu'ils connaissent parfaitement le projet. Donc, c'est pour éviter qu'en plein milieu du projet, il y ait certains couacs et qu'on ne sache plus vraiment où donner de la tête. Là encore, la moindre hésitation, ça doit vraiment être une source de préoccupation. Une fois qu'on a établi les bonnes bases, on va se demander quelles ressources disposez-vous? Parce que vous en avez certainement, mais quelles sont les siennes? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? Donc, il est important de comprendre le type de soutien que votre futur partenaire pourra vous apporter parce que ce n'est pas obligatoirement un soutien financier. Ça peut être du marketing ou encore un soutien intellectuel et c'est grâce à ces ressources que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. À l'inverse, vous allez demander à votre partenaire quel soutien puis-je vous apporter. En même temps, vous devez aussi préciser clairement ce que vous engagez à faire pour aider votre futur partenaire. Comme par exemple, je vous apporte des brochures marketing pour votre prospection, je vous donne mes compétences intellectuelles pour le projet ou mes disponibilités en termes de temps pour ce projet. Finalement, on va se dire, on a une bonne base, quelles sont les modalités? Donc, vous devez clairement discuter des modalités comme les motifs, les processus pour mettre fin à une relation. Attention, par exemple, dans le cadre d'un agent commercial, la réglementation n'est pas partout ailleurs la même en Europe. Par exemple, en France, c'est très différent alors que c'est un pays frontalier. On va également discuter des ententes de non-divulgation, surtout dans le cadre d'un partenariat technologique, les territoires de vente, les commissions, le financement, etc. Puis, une question un peu plus simple, dans quelle région votre pays êtes-vous présent? Ça peut paraître très étrange de poser cette question, mais si on prend le cas de la Belgique, on agit déjà différemment quand on parle de la Flandre ou de la Wallonie. Alors, imaginez un pays comme la Flandre, ça peut avoir des grosses conséquences. Ça concerne principalement les agents commerciaux. Donc, afin de réduire les risques, vous ne devriez généralement pas accorder à un agent une exclusivité
exclusivité, des droits exclusifs, alors sauf exception bien entendu, pour vous représenter à l'échelle dans tout un pays. À nouveau, je parle de tout secteur confondu et il y a des exceptions, mais généralement, il vaut mieux au moins au début diviser le marché entre quelques agents au lieu de mettre tous vos œufs dans le même panier. Et s'il advenait que votre unique agent était peu fiable ou malhonnête, voilà, au moins vous pouvez vous retourner face à cette situation. On parlait des références, mais on va surtout s'intéresser à l'activité de ces références. Donc, avec qui travaillez-vous actuellement? Donc, c'est pas vraiment connaître le client, mais analyser premièrement si votre futur partenaire représente ou travaille avec vos concurrents et donc se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Le but, c'est d'éviter toute menace concurrentielle. Mais à l'inverse, il faut que ces collaborateurs actuels soient assez proches de votre activité. Donc, j'exagère pour mon exemple, mais on ne va pas confier à un agent commercial ses produits de maroquinerie si dans son portfolio, il n'y a que des produits pharmaceutiques. Par contre, si j'ai des produits en pharmacie de type biocosmétique ou autre, et que mon agent commercial vend, par exemple, des sparadraps dans son portfolio, ça peut tout à fait matcher comme partenariat. L'avant-dernière question, quel est votre plan d'action? Cette question va vous permettre de déterminer si votre futur partenaire potentiel se contentera d'être réactif ou s'il se montrera proactif. Et au moins de faire une planification bien programmée de vos futures actions et de ce que ça va pouvoir vous rapporter. Et la dernière question, pas des moindres, mais la plus importante, puis-je avoir tous ces renseignements par écrit? Donc, certains experts me contrediront parce que ça dépend de la culture du pays. Mais je vous conseille de conclure chaque contrat par écrit de manière détaillée et non avec une simple poignée de main. C'est la seule manière de protéger vos intérêts. C'est vraiment de rédiger un contrat ayant une force obligatoire. Alors, je pense que j'ai été assez complète sur ces 10 questions, mais si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et j'y répondrai à la fin de la présentation. Un grand merci, à tout à l'heure. Je laisse maintenant la parole à Enrique. Merci Florine. Voilà, donc bonjour tout le monde. Je suis Enrique Gonzalez, je suis actif et conseiller au sein du réseau depuis 2014, travaillant sur tout secteur et tout type d'activité, avec un focus particulier dans le domaine de l'environnement et de l'économie circulaire. Donc je suis membre au même titre que mon collègue Emilien, membre d'un réseau spécialisé au sein du réseau en environnement. Et ma deuxième casquette chez Capinov est en lien avec l'économie circulaire, donc le conseil en économie circulaire. L'objectif de cette partie n'est évidemment pas de tenir un discours purement anti-mondialiste, ni prônant une relocalisation à tout va. Mais c'est néanmoins d'appréhender la question du partenariat post-Covid. On a volontairement pas voulu insister sur cette partie post-Covid parce que voilà, on voulait un petit peu alléger la thématique, mais néanmoins il reste important de l'envisager. Pourquoi? Bien parce que finalement, le confinement, on l'a tous subi à titre individuel, de façon plus ou moins agréable. L'économie en a aussi subi les conséquences. Votre entreprise en fait très certainement partie. Et donc voilà, donc vous, en tant que personne, vous avez peut-être rayonné pendant cette période, vous vous êtes permis de bons bains de soleil peut-être, bien mérités sans doute, mais vous avez peut-être aussi vécu de belles tensions qui étaient alors peut-être inconnues jusqu'alors pour vous. Votre business a connu exactement les mêmes sensations. C'est une période qui a fait ressortir le meilleur et ou le pire de chacun, les forces et faiblesses de chacun et les forces et faiblesses de chaque modèle économique. Donc, à nouveau, ne soyons pas anti-mondialistes, ne soyons pas révolutionnaires, mais voilà, tirons-en des conclusions, cherchons à nous améliorer. Pourquoi? Parce qu'une restructuration de votre modèle partenarial reste importante. Alors aujourd'hui, ce sera assez généraliste. Pourquoi? Puisque l'idée d'une restructuration du modèle partenarial doit faire l'objet d'une analyse
individualisé, tenant compte de vos forces, de vos faiblesses, tenant compte de votre situation réelle. Mais voilà, néanmoins, se poser la question est déjà un très bon départ. Et ce questionnement, bien, ce changement, en tout cas cette transition, passe par différents questionnements qui vont viser à améliorer votre situation future, votre situation à venir, à court, moyen, long terme. Alors, pour commencer, eh bien, l'objectif c'est quoi? Eh bien, c'est de viser en tout cas de chercher à être plus résilient. La résilience, elle passe par quoi? Elle passe par une plus grande autonomie et sans doute par un plus grand choix d'alternatives. Des alternatives peut-être moins risquées aussi. Il est donc important de se construire un réseau de partenaires en amont, principalement, plus important. Ça passe donc par quoi? Ça passe donc par le choix de partenaires alternatifs pour diminuer votre dépendance. Par partenaire alternatif, c'est à entendre dans un double sens, des partenaires peut-être plus nombreux, concernant vos fournisseurs, par exemple. Ça permet quoi? Bien, ça permet d'éviter de voir sa chaîne d'approvisionnement se briser sans que nous puissions nous retourner. Le fait d'avoir peut-être plus de choix permet de pouvoir plus facilement réagir. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce sont des partenaires peut-être plus proches, dans la mesure du possible, toujours en Belgique, dans le Benelux, en Europe, mais néanmoins d'avoir un partenariat peut-être plus localisé autour de sa propre activité. Autour de sa propre activité, pourquoi? Puisque le partenariat rapproché doit être fait sous condition, évidemment, que la destination des biens et services produits est l'Europe. En l'occurrence, si on décide de rapprocher la production et en tout cas l'approvisionnement en Europe, l'idée est que ça puisse rejoindre évidemment la destination même des produits pour la production, l'assemblage ou que sais-je. Alors en parallèle, on peut également envisager un partenariat en aval, donc de distributeurs notamment peut-être, ou d'agents commerciaux plus localisés également. Voilà, même si ça joue peut-être beaucoup moins sur la question de la résilience en l'occurrence. Certes, il y a des avantages, donc notamment la diminution des coûts logistiques. Rapprocher ses partenaires, c'est une manière de réduire ses coûts logistiques, même si il est clair que ça peut aussi entraîner une augmentation du coût du travail. Tout n'est pas tout rose. Mais voilà, donc et à nouveau, c'est pour ça que je dis que c'est une question qui doit faire l'objet d'une analyse individualisée. Pourquoi? Puisqu'il est bon de peser et d'avoir un arbitrage exact entre les coûts logistiques qui peuvent être réduits, d'autre part les coûts du travail qui peuvent être augmentés. Mais à côté de ça, on gagne dans une certaine flexibilité, on gagne pas mal on vise plus de résilience par ce fait, avec des contraintes évidemment moindres liées à la circulation des biens, droits de douane notamment. Alors toujours dans la même optique, de viser un peu plus de résilience, on peut même aller à l'extrême et viser des partenariats rapprochés. Je crois que j'ai même déjà utilisé l'expression, mais voilà, partenariats rapprochés sous-entendu avec la mise en place de synergies potentiellement industrielles. Si votre partenaire, par exemple, représente une part peut-être non négligeable de votre activité et de votre business. Donc, c'est un peu une forme d'internalisation de votre partenariat et de votre partenaire. C'est clairement le cas extrême de la proximité, avec peut-être intégration sur son propre site de son partenaire, producteur, sous-traitant ou autre. Ça permet clairement de diminuer les coûts logistiques ainsi que les contraintes au maximum. C'est aussi une hypothèse qui suppose de disposer d'infrastructures qui répondent à ces besoins aussi. Clairement, à nouveau, tout n'est pas tout rose. L'autre avantage, c'est que cette forme de rapprochement physique extrême, permet de faciliter d'autres types d'échanges que ceux envisagés dans une relocalisation certaine du partenariat.
c'est qu'on peut envisager clairement des échanges plus de matière liés à l'échange de chaleur, de matériaux, de matières premières. Voilà, même si c'est un peu plus complexe aussi, de ressources humaines, éventuellement. Donc voilà, c'est un avantage peut-être indirect lié à ce rapprochement extrême du partenariat. Autre élément important à réfléchir, c'est clairement de repenser le partenariat existant. Repenser le partenariat existant. Pourquoi? Bien pour viser des objectifs qui vont plus loin que ce que aujourd'hui l'entreprise peut atteindre seule. Donc là, la question de repenser son partenariat, c'est dans un objectif d'aller au-delà d'une simple relation purement commerciale et contractuelle. Donc, je rejoins un peu ce que disait Emilien dans sa première intervention, où on va peut-être viser à aller un step plus loin, à intégrer beaucoup plus de collaboration dans l'échange, voire plus de co-création dans l'échange. Voilà, pour vraiment aller un step au-delà de la pure relation commerciale contractuelle qui était peut-être suffisante jusqu'alors. Voilà, donc là l'idée c'est vraiment d'intégrer et de ne former au maximum plus une seule entité. Ça permet de se renforcer clairement mutuellement dans une situation extrême comme celle que nous avons vécue aujourd'hui en partie. Plus le partenaire est proche physiquement et donc peut-être culturellement aussi, plus cette vision partenariale et partenariale collaborative est pertinente et clairement envisageable. Alors, on peut également repenser sa façon d'attaquer le marché et d'attaquer les nouveaux marchés. On est fort en lien avec ce que je viens d'exprimer. On est fort en lien aussi avec ce que présentait Emilien. Mais envisager une autre forme de partenariat plus collaboratif via notamment des projets R&D. Via des projets R&D financés par l'Europe en partie. C'est une autre approche d'accéder à de nouveaux marchés, accéder à de nouveaux territoires, accéder à de nouvelles zones, que à nouveau cette simple relation purement commerciale et contractuelle avec un distributeur sur place, par exemple. Et enfin, bien, voilà, cette période vous a certainement poussé à vous réinventer quelque peu. Ça peut être une très bonne chose, d'une part pour gagner en flexibilité et d'autre part pour vous démarquer d'une concurrence qui a fait face aux mêmes problèmes que vous. Et donc la gestion de l'innovation est en soi un axe important à penser, repenser. Et j'insisterai peut-être ici sur ce qu'on peut appeler l'innovation par la soutenabilité. Donc on est sur une innovation durable. On est sur une façon aussi c'est un moment charnière pour se réinventer, pour repenser un peu son business, pour repenser un peu son modèle. C'est le moment de le faire en visant au-delà de la pérennité, de viser clairement une certaine durabilité de votre activité. Ça passe par quoi? Ça passe par l'établissement de nouveaux partenariats visant à améliorer la durabilité de l'offre. Par exemple, peut-être via de la co-création, via du développement et via, indirectement, peut-être des financements européens. Ça peut être aussi repenser son modèle de vente, voire son modèle économique entier, sa manière de mettre son produit sur un marché. Ça peut être aussi, beaucoup plus en amont, repenser son produit. Repenser son produit, ça passe par l'éco-conception, donc le rendre peut-être un peu moins lourd et donc nécessitant moins de matière. C'est peut-être le moment de se poser ces questions et de se dire ok, quelle en sera la conséquence derrière? Eh bien, c'est clairement de réduire les coûts d'acquisition de la matière première et donc c'est une manière indirecte de se rendre un peu plus indépendant de ses fournisseurs. Pourquoi? Puisque simplement les quantités ont changé.
Alors c'est peut-être un peu, ça vous semble peut-être un peu basique, clairement, hein, rendre un produit moins lourd avec moins de matière, ok. Indéniablement, c'est un fait par expérience. Il est clair que les coûts et donc la dépendance auprès du fournisseur sont clairement limitées puisque les demandes, les quantités ont changé. Alors certes, la relation commerciale va changer aussi. Si les quantités changent et qu'elles sont moindres, la relation commerciale va peut-être changer. Mais voilà, à nouveau, tout ça doit s'arbitrer, tout ça doit être pesé pour établir la stratégie optimale, la meilleure stratégie qu'il soit pour votre activité, compte tenu de vos besoins et de vos attentes. Donc voilà les quelques éléments qui peuvent être auxquels vous pouvez penser quand vous cherchez, si vous cherchez à être plus résilient et à faire face à éventuellement une potentielle future crise, future nouvelle crise ou que sais-je. Donc voilà pour cette partie. Je vais maintenant relaisser la parole, sauf erreur de ma part, à Florine, qui va donc commencer à vous donner quelques éléments de réponse pour pouvoir vous aider dans toutes ces démarches théoriquement présentées jusqu'alors. Merci. À tout à l'heure. Donc, je vais vous présenter le réseau Enterprise Rep Network, autrement et plus couramment appelé EEN, qui aide gratuitement les entreprises à innover et à conquérir de nouveaux marchés à l'échelle internationale. Donc concrètement, il s'agit du plus grand réseau européen dédié aux petites et moyennes entreprises désirant s'internationaliser. Ce réseau a été mis en place et est financé par la Commission européenne. Il regroupe plus de 3000 membres dans 600 organisations, donc comme Capinov, et dans plus de 60 pays. Ça implique que nous n'avons pas des bureaux fixes, mais que nous sommes à chaque fois dans une organisation liée au pays et donc une organisation d'accueil. Et ce sont donc des locaux qui vous aident dans votre internationalisation. Alors, nous possédons également différents experts par pays répartis selon différents secteurs groupes pour répondre à tous vos besoins. Son objectif, c'est vraiment de promouvoir la compétitivité, l'innovation en Europe et au-delà grâce à des partenariats internationaux. Donc, je répète, ça vous permet d'être accompagné et conseillé gratuitement à l'international grâce à un partage, par exemple, de profils de collaboration, qu'ils soient publics ou privés. L'organisation de Brokerage Events, alors ne vous effrayez pas sur le mot, mon collègue Emilien vous expliquera ce que c'est, et des missions d'entreprise ou encore la participation à des calls européens. Enrique, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, je vous invite à vous connecter sur notre plateforme https://en.ec.europa.eu et de commencer à découvrir les différents outils qui vous sont disposés et à vous faire un petit compte avec un outil de veille. Le premier outil vraiment utilisé par nos clients, c'est la base de données. Donc, c'est une base de données qui regroupe plus de 10 000 profils de collaboration en Europe et au-delà et qui vous permet de vraiment faire des recherches spécifiques sur base de mots-clés. Alors, spécifiques dans le sens, ça peut être des offres et des demandes et ça peut être dans le technologique ou dans le business. Donc, si par exemple, j'ai une entreprise liée au food et que je veux trouver un distributeur, je vais venir y indiquer food distributeur. Ensuite, on peut avoir des conseils et un support au point de vue de l'international. Pardon, je reviens en avant, excusez-moi. Pour la recherche de partenaires, c'est vraiment du 360 degrés. Donc, on ne va pas simplement être lié à de l'export. Notre force, c'est vraiment de venir trouver des partenaires elle est vraiment dans le cours du processus. Donc, ça peut être des sous-traitants, des partenaires pour un projet européen, des matières premières, des fournisseurs, un agent commercial, des distributeurs, des partenaires technologiques, des partenaires de services. Donc, un partenaire de service, vous avez une technologie, mais pour l'installer, vous allez trouver des installateurs dans le pays ciblé, des licences ou encore un consortium. Une fois que vous avez trouvé votre partenaire, on peut également vous aider dans le service. Donc, le service, c'est vraiment recevoir une expertise de première ligne et recevoir des conseils pour votre croissance internationale.
Qu'est-ce que j'appelle de première ligne? Si vous avez une question relative à une législation, j'ai déjà eu la question récemment concernant la mention sans sucre ajouté. Comment est-elle acceptée dans les différents pays européens? Il n'y a pas vraiment de règles appliquées à ce sujet. On a simplement une ligne, une directive européenne d'une ligne, mais nous n'avons pas plus. Alors que par exemple, si en Belgique, vous avez la mention sans sucre ajouté, TestHR vient venir faire des contrôles supplémentaires. Nous avons, à l'aide de nos différents partenaires, analysé la mention sans sucre ajouté aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, tous les pays limitrophes. C'est ce type de recherche, de rapport que nous pouvons effectuer. Alors, je parlais d'une question législative de ce type, mais ça peut être aussi comment exporter vos produits ou services vers de nouveaux marchés, comprendre ce nouveau marché, comment obtenir le marquage CE pour vos produits, comment protéger vos actifs de propriété intellectuelle dans d'autres produits, notamment dans les pays asiatiques. Donc, toutes ces aides sont mises à votre disposition pour pouvoir vous aider. Alors, si nous n'avons pas la réponse, parce que parfois, on a vraiment des questions juridiques spécifiques, nous allons toujours vous orienter vers l'instance qui pourrait vous aider au mieux. Donc, par exemple, ici, en Belgique, si vous avez une question concernant la douane, on va vous renvoyer soit vers le CCIBE, soit vers l'agent de douane du Brabant wallon référent. Donc, voilà, c'est vraiment avoir une première porte et un premier avis et une réponse la plus exhaustive possible. Maintenant, mon collègue Emilien va vous présenter les fameux brokerage events. Exactement, merci Florine. Donc au niveau des événements, c'est une manière de créer justement cette relation entre différents partenaires. On peut évidemment le faire par mail en faisant la recherche de veille, mais un événement peut mettre en relation en marge d'un salon, d'une conférence, peu importe, différentes entreprises. Alors, sur le site internet, vous avez évidemment la possibilité de faire une recherche sur les événements en cherchant par mots-clés. Donc, c'est assez simple de trouver le bon événement au bon endroit. Alors, vous allez me dire, oui, à l'heure actuelle, se déplacer n'est pas la meilleure des choses. Évidemment, beaucoup de ces événements se sont virtualisés et je vais vous donner juste quelques exemples par la suite de ces mises en relation qui se font à travers des visioconférences plutôt que des rendez-vous physiques. Alors, le premier, et c'est vraiment un titre d'exemple parce qu'on était impliqué dans l'organisation, c'était pour tout ce qui était lié à la robotique et à l'aéronautique pour les systèmes, en aide aux systèmes solaires et éoliens, donc vraiment très spécifique. Ce que je veux mentionner simplement avec cet événement-là, Enrique, si tu peux répliquer une fois, c'est la liste des participants. Donc, vous voyez que sur ce site, on a eu 174 structures différentes qui se sont inscrites. Et donc, c'est une base de données qui est assez intéressante pour aller trouver ce partenaire potentiel. Le site internet, ici, c'était une plateforme qui s'appelle Bit2Match, est assez bien réalisé de manière à pouvoir utiliser le moteur de recherche interne et de fouiller très facilement si parmi ces 174 inscrits, une entreprise vaut la peine d'être rencontrée lors d'un rendez-vous de 20 minutes. Qui se fait en tête-à-tête, en marge d'un salon, si c'est en présentiel, ou qui se faisait ici via visioconférence. Deux autres cas également. Je parlais de veille tout à l'heure en disant l'importance d'avoir, de mettre en place une veille pour savoir ce qui se passe à l'étranger. Les plateformes qui accueillent ce genre de rendez-vous pour le réseau EN sont des mines d'or en termes de veille technologique et de veille commerciale. Deux exemples. Le premier, c'est un salon qui a lieu chaque année à Hanovre, qui s'appelle l'Hannover Messe, qui est plutôt lié aux nouvelles technologies, que ce soit dans le digital, dans les matériaux, dans tout ce qu'on peut imaginer. Il y a, vous voyez, 612 entreprises inscrites des 4 coins du monde. Ce site-là est toujours accessible et vous pouvez aller rechercher les profils et toujours faire des recherches via le moteur de recherche sur ces 612 entreprises. Donc, si vous avez une nouvelle idée qui vous est passée par la tête ce matin et vous dites, tiens, ça m'intéresse de savoir où certaines entreprises en sont déjà par rapport à cette technologie ou par rapport à cet accès marché, ce sont des sites internet qui sont intéressants à aller fouiller. Autre cas intéressant, c'est l'autre partie de l'écran. Là, on est plutôt sur un événement lié à l'environnement, à l'énergie, à l'économie circulaire. Vous voyez que là, il y a 657 participants, avec une grosse moitié qui sont des entreprises, mais aussi des universités et des centres de recherche qui y sont inscrits. Là aussi, cette plateforme reste disponible et accessible en tout temps et en tout lieu et de manière tout à fait gratuite. Et certains ont même décidé d'aller plus loin. C'est le slide suivant.
Un événement qui, au départ, devait avoir lieu de manière physique, en marge d'un salon aéronautique, qui est devenu virtuel avec le confinement, et qui va se prolonger dans le temps vu le succès. Donc ici, début mai ou à la mi-mai, il y avait ces rendez-vous d'affaires. Il y a eu un peu plus de 100 rendez-vous qui ont eu lieu entre entreprises via visioconférence. Et l'intérêt a été suscité par les participants de pouvoir continuer l'utilisation de cette plateforme, continuer à prendre des rendez-vous. Et donc, vous le voyez ici, au mois de juin, entre le 16 et le 18 juin, des nouvelles sessions de rendez-vous en tête-à-tête par visioconférence intégrées directement dans le site web vont être mises en place. Donc, ça ne coûte rien, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, je vous incite vraiment à aller sur ce site, essayer de rechercher Bit2Match Aerospace Days Berlin, et vous allez pouvoir inscrire votre entreprise, même si elle n'est pas dans l'aéronautique. C'est vraiment une phase test tout secteur. Déposez votre profil, expliquez en anglais ce que vous faites, ce que vous cherchez, le type de partenariat que vous voudriez monter, et recherchez avec dans la base de données si d'autres entreprises vous intéressent. Fixez des rendez-vous et entre le 16 et le 18 juin, vous aurez un planning qui vous permettra, encore une fois par visioconférence, de rencontrer ces entreprises-là. Donc c'est la première peut-être chose à faire après avoir été visiter notre site web, c'est de vous inscrire sur ce site et on ne sait jamais. Voilà, vous lancez les lignes et puis on verra un peu ce qui peut mordre par la suite. Voilà pour quelques exemples d'événements pour stimuler vos partenariats. Merci Emilien. Et donc voilà, donc en conclusion, eh bien, quelle que soit aujourd'hui votre situation, eh bien, le réseau peut vous aider de différentes manières dans vos démarches d'internationalisation. Vous êtes à la recherche de partenaires dans un but commercial, technologique, de recherche. Eh bien, le réseau dispose des outils pour vous aider dans ces démarches. Donc, avec une base de données riche de près de 6000 profils de collaboration aujourd'hui et quotidiennement mis à jour, eh bien, nous pouvons établir avec vous des requêtes pour isoler le ou les profils répondant à vos critères de recherche. C'est aussi un peu l'exemple que Florine vous a montré précédemment depuis notre site web. Il est également possible de rédiger votre propre profil de collaboration pour le diffuser ensuite au sein de notre réseau. En fonction de la demande, bien, nous pouvons utiliser nos canaux plus informels aussi pour diffuser vos requêtes. Donc, Florine l'a dit, le réseau, c'est près de 3000 collaborateurs dans le monde. Donc voilà, autant en faire bénéficier au maximum nos entreprises. Et donc, par un simple système d'expression d'intérêt émise sur un profil de collaboration, eh bien, nous entamons la phase de mise en relation. Et enfin, comme Emilien vient de le présenter, les brokerage events organisés par le réseau sont également une source non négligeable de mise en relation et d'accords de partenariat. Puisque rien qu'en 2019, le réseau a enregistré près de 3200 partenariats signés grâce à son intervention, dont près d'un tiers issus de brokerage events ou de missions d'entreprise. Un quart provenant de l'exploitation de la base de données dont je viens de vous parler, et le reste, donc plus ou moins 1300 accords, ont été établis par la voie plus informelle, grâce notamment au tissage direct qui s'est créé entre les collègues du réseau. Aussi, vous souhaitez en amont valider ou établir peut-être votre stratégie à l'international, bien, nous pouvons vous accompagner. Comment, pourquoi, nous vous accompagnerons individuellement dans toutes vos démarches. Nous-mêmes, en faisant appel aussi à une expertise externe, quoi qu'il en soit, nous sommes une porte d'entrée pour toutes ces démarches internationales. Vous souhaitez aussi accroître votre résilience et ou réduire votre impact négatif environnemental, viser un objectif de développement durable, innover durablement, bien nous pouvons également vous accompagner dans toutes ces démarches. Et enfin, bien, je le répète, le réseau peut être considéré comme un point de contact local pour répondre ou apporter en tout cas une réponse à des questionnements liés à la propriété intellectuelle, liés à du contenu juridique
également. Hein. Florine en a donné un exemple il y a quelques instants. Voilà, etc. En 2019, par exemple, bien le réseau a enregistré près de 2600 services rendus à haute valeur ajoutée, donc reconnus comme tels par le client. Donc voilà, donc l'heure tourne. Il est pile poil 13 heures sur mon ordinateur, peut-être un petit peu moins sur mon téléphone, mais l'heure tourne, donc il va bientôt être l'heure de vous libérer. Peut-être juste avant de conclure. J'ai oublié de passer les slides. Peut-être juste avant de conclure, est-ce que vous avez, qu'on n'a pas eu de questions arrivées directement via le chat, mais est-ce que quelqu'un souhaite partager, a une question qu'il souhaiterait partager également avec l'ensemble des participants? Si tel est le cas, bien, n'hésitez pas à vous manifester. Je vais laisser quelques secondes. Voilà. Sinon, pas de problème. Hein, n'hésitez surtout pas, en tout cas, à nous contacter indirectement. Ah oui, je vois quelques questions qui sont arrivées par chat. Donc, fournissez-vous du service juridique. Alors, pas directement. Donc la question est, fournissez-vous du service juridique? À nouveau, pas directement. Néanmoins, nous disposons au sein du réseau d'experts en la matière que nous pouvons activer ponctuellement pour répondre à une question spécifique. Ça rentre globalement dans le service gratuit que nous pouvons vous offrir, ou en tout cas dans le rôle de facilitateur que nous pouvons avoir pour répondre à votre question. Donc, une autre question par lesquelles commerce et compensation carbone. Alors, je vois pas trop en quoi est la question, mais avec plaisir donc d'en discuter peut-être directement avec vous, surtout s'il s'agit d'une compensation carbone. C'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous, peut-être individuellement, pour voir et creuser un peu et en savoir un peu plus sur votre projet et voir dans quelle mesure on peut vous apporter une réponse. C'est parfait. Je reviens vers vous. Je reviens vers vous avec une avec une proposition de rendez-vous. Quoi qu'il en soit, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc vous trouverez nos adresses email ici. Donc si vous avez les trois orateurs du jour, Florine, Emilien et moi-même, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes point de contact pour le Brabant wallon. On vous partagera évidemment les slides pour que vous ayez nos coordonnées. En Wallonie, nous disposons d'un consortium qui couvre l'ensemble du territoire et pas uniquement le Brabant wallon. Certains d'entre eux, donc d'ailleurs, sont présents virtuellement avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à passer par nous. On fera évidemment le relais auprès de l'ensemble du consortium. Vous avez une petite image de notre équipe wallonne aujourd'hui. Donc nous sommes 9 ou 10 partenaires actifs sur tout le territoire pour vous offrir le meilleur service, le service le plus local possible aussi, pour vous aider dans vos démarches. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter et on vous renverra en tout cas le bon référent Enterprise Europe Network. Donc, eh bien, au nom de toute l'équipe, nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire. Je répète, revenez vers nous si vous vous trouvez dans l'une des situations évoquées plus tôt, ou simplement si vous souhaitez entamer une démarche d'internationalisation, vous ne savez pas trop où, comment, pourquoi, eh bien, contactez-nous. J'espère donc à très bientôt et continuez à bien prendre soin de vous. Donc, au revoir à tout le monde. Nous vous enverrons également les slides ainsi que la vidéo dans les prochains jours par email. Au revoir tout le monde.
Thank you.